Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans ce nouvel épisode de Modern Mix Tricks, nous allons nous attaquer à un cauchemar des producteurs ou des mixeurs de musique urbaine. Pour le bon déroulement de ce tutoriel et bien comprendre les nuances de ce qui se passe ici, nous allons parler d'infrabass. Je vous recommande donc d'écouter ce tutoriel avec un bon casque ou alors des enceintes de monitoring capables de bien retranscrire le très grave de votre mix. J'ai ici un simple arrangement basse-batterie dans un contexte que l'on pourrait appeler de musique urbaine. Écoutons de quoi il retourne. La basse ici est générée avec un simple générateur d'ondes sinusoïdales, mais pourrait ressembler au type de basse infra que l'on reconnaît dans beaucoup de tubes modernes qui sont faites à l'aide de 808. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la basse a tendance à apparaître et disparaître. Alors, ceci peut venir de plusieurs causes. La première, c'est que la pièce dans laquelle vous écoutez ou que votre casque d'écoute ou votre système d'écoute n'est pas 100% linéaire et donc retranscrit moins bien certaines fréquences. Mais ce n'est pas la seule et unique raison. Parce que si vous avez un bon casque, normalement, ils sont faits pour être suffisamment linéaires dans le bas pour pouvoir avoir une sensation d'écoute plus ou moins standard sur toutes les basses fréquences. Et cependant, on se rend compte en fait que la basse disparaît et réapparaît selon la note qui est jouée. Réécoutons attentivement. Je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a certaines notes qui sont vraiment presque inaudibles, alors que d'autres vous sautent au visage. À quoi c'est dû ? Eh bien, hormis le fait que votre monitoring ne soit pas forcément super linéaire, il y a un autre paramètre qui rentre en jeu, c'est la non-linéarité de notre oreille. En effet, depuis de nombreuses années, certains chercheurs en acoustique se sont rendus compte que notre oreille n'avait pas besoin de la même intensité en pression acoustique pour ressentir certaines zones de fréquence. En réalisant plusieurs tests sur des dizaines de personnes, ils ont pu établir cette courbe qu'on appelle la courbe de Fletcher, qui a été revisitée quelque peu après, et qu'on appelle maintenant la courbe isosonique, selon la norme ISO 226-2003. On peut constater que si on prend par exemple une intensité d'un tone à 1000 Hz, aux alentours de 80 dBSPL, eh bien que pour entendre la même intensité de volume sur d'autres fréquences, eh bien il arrive un moment, et surtout dans l'extrême grave, où il faut beaucoup plus de décibels pour avoir le même ressenti de volume. On voit donc que notre oreille n'est pas du tout linéaire, contrairement à l'échelle RMS ou PIC. Et également, dans le médium et l'aigu, notre audition n'est pas du tout linéaire. Ceci explique donc pourquoi, dans notre ligne d'infrabasse, malgré que l'on voit ici une onde complètement plate, eh bien le ressenti de volume, l'impression que la basse est fixe, n'est pas du tout respecté. Et pourtant, on peut le constater ici, notre forme d'onde, malgré qu'elle prend d'autres fréquences, eh bien est complètement plate. Et si on vérifie avec un vumètre, qui nous donne donc le volume moyen, eh bien on se constate que si on analyse notre basse, hormis les quelques petits sauts très rapides au changement de note, mais on se rend compte que notre vumètre, il est constant, il est toujours à 0 VU, ici, calé sur une référence de -6 dBFS. Et donc, appliquer une compression, comme certains le font, et dans de nombreux mix que j'ai pu assister dans ce genre de musique urbaine, eh bien pour avoir une basse consistante, on empile 1 voire 2 compresseurs pour essayer d'avoir une basse la plus uniforme possible. Or, on se rend compte ici que, eh bien, on pourrait s'amuser à compresser, ça ne changerait strictement rien, vu que le volume est déjà constant. Comment faire donc pour pallier à cette petite astuce ? Heureusement, depuis quelques années, il existe une nouvelle échelle de mesure et d'analyse de volume qu'on appelle le LUFS ou le Loudness Unit. Et
certains outils de normalisation Loudness Unit sont nés. Alors, quelle est la différence entre un vumètre, ici, comme celui-ci, et un LU, donc un Loudness Unit Meter? Eh bien, le vumètre est un analyseur en fait de courant. Je vous renvoie vers ma vidéo sur les niveaux. Le picmètre, ici, nous indique une échelle numérique. Ici, le vumètre nous indique une échelle électrique et ne nous indique pas forcément le ressenti de volume que l'on ressent au sein de notre corps. Et pour ce faire, donc, il y a la Loudness Unit qui tient compte justement de la courbe isosonique pour réaliser son analyse. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement splitter, à l'aide du raccourci S, chaque note individuellement dans ma ligne de basse. Je vais donc isoler chaque note les unes des autres pour avoir autant d'items qu'il y a de notes. Je vais sélectionner tous mes nouveaux items. Donc vous voyez que j'ai un item indépendant par note. Je les sélectionne tous à l'aide du glisser droit. Je vais aller dans le menu extension. Au passage, si vous n'avez pas le menu extension, je vous invite à télécharger les extensions SWS. Et je vais aller dans le menu ici Loudness. Je vais réaliser une rapide analyse de tous mes items via le bouton Analyze Selected Items. Je vais bien m'assurer que dans les options, je n'utilise pas le haute précision et je peux, si je le souhaite, mesurer le trou pic, mais ici, ce n'est pas nécessaire, donc on va se contenter de le décocher pour une analyse plus rapide. Je vais donc analyser tous mes items sélectionnés et on se rend compte, si on agrandit le tableau, eh bien, qu'on a une valeur intégrée qui est légèrement différente pour chacun des items. Et c'est tout à fait logique, on l'a vu, l'analyse Loudness, donc le LUFS, tient compte de notre courbe isosonique et donc c'est tout à fait normal que malgré que notre onde ici soit plate, eh bien qu'elle nous donne des valeurs différentes. Alors on va classer ici les différents items par force, donc par intensité, et on se rend compte que l'intensité moyenne tourne autour de moins 14 LUFS. Vous aurez peut-être d'autres valeurs, ça n'a aucune importance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer droit dans la colonne, on va cliquer sur Normalize, 3 petits points, et on va normaliser à notre moyenne, à savoir moins 14 LUFS. Je clique sur Normalize, Reaper fait son travail, et on se rend compte maintenant eh bien, que chaque item a été normalisé selon la normalisation LUFS. Écoutons ce que ça donne maintenant. On a donc quelque chose de beaucoup plus consistant. Pour comparaison, je vais dupliquer ma piste ici, je vais supprimer tous les items, je vais revenir à mon item de base en remettant la valeur de départ et on va écouter donc d'abord cette première version. Et ensuite la deuxième. On a donc une impression de basse qui reste beaucoup plus constante. Et quand on regarde la forme d'onde, bien on se rend compte en fait que notre forme d'onde tout à l'heure qui nous semblait, qui était visuellement plate, à l'oreille ne l'était pas du tout, et bien ici il faut une forme d'onde pas du tout plate pour justement avoir une sensation de volume constante dans les infrabasses. Alors, évidemment, ici, j'ai procédé à un découpage sur une ligne de basse assez simple à découper. Il pourrait y avoir des sessions où le découpage note par note pourrait être assez fastidieux. C'est pourquoi il existe d'autres méthodes. On peut bien sûr utiliser des outils de audio to MIDI pour créer une piste parallèle nous donnant les points de chaque note et ensuite les splitter note par note. On peut utiliser également des outils comme le Dynamic Split Item pour scinder notre item, mais on pourrait également dire à notre compresseur qu'on va placer sur notre piste, eh bien d'être un peu plus malin. Comment faire? Je vais ici ouvrir notre chaîne d'effets et je vais placer d'abord le compresseur qui nous intéresse. Alors je vais mettre des paramètres ici assez drastiques pour que
ce soit très évident. Donc, je vais mettre un release, par exemple, de 50, une attaque instantanée, un ratio infini, un nid à 0. Je vais mettre l'auto make-up gain et réduire un petit peu le volume. Voilà, et je vais mettre un threshold, quelque chose comme ceci, qui me permet de compresser drastiquement. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, compresser simplement notre ligne de basse, vous allez voir le metteur de gain reduction ne va pas bouger, donc c'est inutile de le compresser en l'état, si ce n'est profiter peut-être du release rapide pour ajouter un brin de distorsion à notre basse. On constate donc que, quelle que soit la note, on compresse toujours de la même façon. Aucune utilité donc à ça. Rendons donc notre compresseur un peu plus intelligent et regardons à nouveau notre courbe isosonique. Eh bien, on se rend compte que si on prend notre ligne de 80 ici, si on est à une intensité aux alentours de 175 Hz à 80 dB SPL, eh bien, si on suit notre ligne, lorsqu'on arrive aux alentours de 25 Hz, eh bien, nous avons besoin d'une intensité de à peu près de l'ordre de 35 dB supplémentaires. Retenons cette information, plaçons dans notre chaîne d'effets un EQ que nous allons placer en amont de notre Reacomp et on va redessiner la courbe isosonique dans les basses fréquences. Alors pour ce faire, je vais mettre mon point 1 en bande, je vais cacher les tabs et je vais descendre ici assez drastiquement, plus ou moins jusqu'à 25 Hz et je vais réduire par exemple de 20 dB, ça suffira. Et alors, 150 Hz se trouve ici. On va utiliser la molette de souris pour un petit peu casser la pente et avoir quelque chose qui ressemble globalement à notre courbe isosonique. On n'arrivera pas à être parfait, ou alors on pourrait s'amuser à dessiner un graphe qui ressemble trait pour trait à notre courbe isosonique à l'envers, mais ce n'est pas le sujet ici, on ne va pas faire dans la haute précision. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas demander à notre EQ de traiter notre signal. Nous, ça ne nous intéresse pas d'avoir moins de basse fréquence. On en veut justement beaucoup. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer cette EQ dans les canaux 3 et 4 de la piste. Ainsi, si je bypass le compresseur, eh bien, on se rend compte que notre ReaEQ n'a aucun effet sur le signal entendu. Par contre, il va nous permettre de commuter notre compresseur ici en mode sidechain et donc le compresseur va écouter ce qui rentre dans son entrée sidechain, à savoir les canaux 3 et 4 et donc la sortie de l'EQ. Par contre, le compresseur va bel et bien lui compresser le signal d'origine, donc le signal qui se trouve sur les canaux 1-2, à savoir notre basse non affectée. Par contre, dans sa décision de réduire ou non le signal, eh bien, il va tenir compte de notre fausse courbe isosonique. Écoutons de quoi il retourne avec ce Reacomp et ce sidechain EQ. On voit directement que l'intensité ici de notre réduction de gain eh bien, change en fonction de la note, en tenant compte, bien entendu, de notre fausse courbe isosonique. Alors ici, j'ai un ratio infini et un threshold très agressif. Je pourrais peut-être réduire le ratio pour trouver quelque chose de plus consistant. Ici, c'est vraiment pour expliquer le principe. Et je vais laisser volontairement le ratio à moins l'infini. Et je vais cliquer droit sur mon item et je vais appliquer ma compression et mon sidechain ici à la piste en audio pour se rendre compte de ce que cela donne. Alors je vais bypasser ici l'effet, je vais appuyer sur CTRL-L pour masquer la piste, et on se rend compte en fait finalement que eh bien, on se retrouve avec le même genre de dessin de courbe qu'avec notre astuce de tout à l'heure. Si ce n'est qu'ici, eh bien, c'est un compresseur qui a fait l'ajustement et on n'a pas eu besoin de découper. Alors bien entendu, le compresseur a été un peu plus agressif. Il faudrait donc doser le ratio de façon à avoir notre rapport de basse le plus linéaire possible. Et bien entendu, le compresseur agit avec un certain retard au moment du release parce que j'ai choisi un release de 50 millisecondes et donc la transition n'est pas aussi directe, ce qui donne un côté un peu plus moelleux à ce qui se passe. Écoutons donc avec notre basse appliquée.
On a donc ici deux façons de régler notre problème, soit via un découpage et l'utilisation de la fenêtre loudness, soit par l'utilisation d'un compresseur en le nourrissant d'une entrée sidechain en imitant ici une espèce de courbe isosonique. Alors, bien évidemment, ici, c'est sur de l'infrabasse très simple. Est-ce que ce comportement pourrait fonctionner sur une basse plus rock jouée par un vrai musicien, ou en tout cas un vrai instrumentiste, pour ne choquer personne? Écoutons le type de basse de quoi il retourne. Alors ici, si c'est moins évident, et particulièrement en solo, lorsqu'il n'y a pas de batterie qui vient donner une référence de basse, eh bien on peut constater quand même qu'il y a certaines notes, du fait qu'elles soient jouées plus hautes sur le manche, eh bien, qui sonnent également un peu moins fort. Est-ce qu'on peut appliquer notre petite astuce comme tout à l'heure? Je vais ici supprimer le snapping et je vais faire, comme tout à l'heure, mon petit découpage. Alors ici, je ne vais pas couper note par note parce que ici, on entend bien que le bassiste joue la même note sur les 3 notes qu'il joue. Je vais donc simplement découper là où il change de note. Je vais faire pareil ici. Il rechange de note ici. Et on reprend la boucle. Voilà, on a donc ici découpé notre item non pas par note mais par ton. Je vais donc sélectionner tous mes items, aller dans le menu extension, loudness. Je vais analyser mes items. Je vais les classer par ordre. Je vais prendre plus ou moins ma moyenne qui est de moins 21 lufs dans ce cas-ci. Je clique droit, normalize, moins 21 lufs. Je clique sur normalize. Voilà qui est fait. Et on a donc un nouveau dessin de notre forme d'onde. Alors, j'attire votre attention sur cette partie-là en particulier. Écoutons. Pour rappel, on vient de là. Donc la transition entre cette note et cette note, on entend bien qu'il y a une grosse perte d'énergie sur la deuxième note. On va prendre un peu plus loin pour avoir une meilleure référence. Vous entendez ici comme on a l'impression d'avoir un trou qui se fait dans les basses. Eh bien, avec notre petite astuce, on a beaucoup moins cette impression et on ne perturbe pas la dynamique du bassiste. Si on fait réécouter cette piste au bassiste, eh bien, il ne va pas être outré par les manipulations qu'on a fait sur sa piste. Et si on regarde, eh bien, l'indication ici du volume de l'item nous indique que l'item a été boosté de 2,47 dB par rapport à celui d'avant qui a été, lui, réduit de 1,5 dB. On a donc une différence de plus ou moins 4 dB entre les deux, qui nous permet d'avoir un tapis de basse beaucoup plus uniforme. Et qu'à cela ne tienne, on pourrait utiliser notre petite astuce ici. Je copie simplement ma chaîne d'effets sur ma basse DI et écoutons de quoi il retourne. Alors ici, je vais un petit peu augmenter le release. On va appliquer, comme tout à l'heure, les paramètres du compresseur étant extrêmes, on abîme un petit peu le jeu du bassiste, mais c'est pour illustration, on a compris ce que ça impliquait. Écoutons donc notre nouvelle basse. Pour rappel, on vient de là.
Alors l'impact sur la forme d'onde ici est beaucoup moins visible que sur cette piste-ci, tout simplement parce que cette piste-ci va beaucoup plus dans l'infrabasse que celle-ci. En effet, si on regarde notre courbe de Fletcher, elle est vraiment ici très impactante à partir de 60. C'est là que la plus grosse de la chute se fait ressentir et donc c'est dans cette partie-là que la différence de compression se fait énormément sentir. Sur une basse ici accordée probablement en D, eh bien les notes fondamentales se trouvent plus aux alentours de 80-90 Hz et donc lorsqu'il y a une différence de note entre par exemple une note jouée ici et une note là, eh bien la différence est un petit peu moins drastique. C'est pourquoi on voit une moins forte, un moins fort impact sur la forme d'onde. Voilà, j'espère que tout ça vous sera bien utile. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à faire vivre la chaîne, tout ça, tout ça. On a dépassé les 4000 abonnés. Franchement, ça fait super plaisir. Merci pour votre soutien. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre petite astuce de studio. Merci pour votre attention. Ciao.